Donc on va parler de François Bayrou parce que hier il s'est passé quelque chose, c'est presque un moment de vérité à la fin de l'interview, il y a une sorte d'agacement un petit peu de Gilles Boulot qui veut presser l'interview parce que il a autre chose à enchaîner. François Bayrou à ce moment-là parle des boomers, c'est vraiment en toute fin d'interview et c'est quand même une accusation assez importante d'expliquer que c'est de la faute des boomers si la France va mal. Écoutez. Et les premières victimes, c'est les plus jeunes des Français à qui on a réussi à faire croire, je disais tout à l'heure, ça sera dans les livres d'histoire. C'est eux qui sont les victimes, c'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Et on a réussi à leur faire croire qu'il fallait encore l'augmenter. Vous trouvez pas ça génial? Tout ça pour le confort de certains partis politiques. Merci. Et pour le confort des boomers, comme on dit, qui de ce point de vue-là considèrent que, ma foi, tout va très bien. Je crois, moi, que la lucidité, c'est la première vertu d'une nation et la volonté de s'en sortir. Mais ce qu'il a dit est sidérant. C'est sidérant, mais il parle de lui. Il parle de lui, il est né en 1951, donc si on considère que les boomers sont nés entre 46 et 64, le Premier ministre parle de lui. Mais c'est pas les boomers qui sont responsables de la situation d'aujourd'hui. Pas du tout. Parce que lui, il a été au pouvoir. Oui, alors il a été au pouvoir très longtemps. Excusez-moi, c'est la génération des boomers qui a creusé la dette sans se soucier. Mais arrêtez avec ça. Bien sûr que la génération, c'est pas la génération. C'est la génération des 30 glorieuses qui a construit la France. Mais vous êtes sérieux? C'est les gens qui ont reconstruit la France. Avec des retraites et vous êtes arrivés, petits enfants ou arrière petits-enfants, et vous en avez profité. La génération des boomers n'a pas connu la guerre. La génération des boomers a creusé la dette. Et maintenant, ma génération, elle a la guerre en Ukraine et elle a une dette colossale à rembourser. Vous n'êtes pas encore parti faire la guerre. Mon fils est né avec une dette jusqu'au cou. Un petit peu. Franchement, vous êtes gentil, votre fils est né. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que François Bayrou a dit ça hier aux 20h. Il s'est déjà excusé tout à l'heure au MEDEF en disant qu'il voulait pas cibler les retraités. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il a eu un élan de courage. Puis il s'est rappelé juste que c'est les retraités qui votent. Et vu qu'il pense à 2027, il s'est déjà excusé auprès des retraités. Alors écoutez les excuses de François Bayrou. Vous déformez ce que j'ai dit. Alors je vais vous dire ce que j'ai dit. Boomer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui sont les enfants du baby boom. J'en suis. Ceux qui sont nés après la guerre, entre 45 et 65, ces 20 années ou 25 années-là, c'est une génération qui a été très nombreuse. C'est la renaissance démographique de la France après la guerre. Alors c'est une expression que votre génération a inventée et que j'ai donc simplement reprise. Qu'est-ce que je dis? Je dis que ceux-là qui ont profité de l'aisance de l'après-guerre, qui ont travaillé beaucoup, mais qui ont profité de cet élan-là, ils devraient être aujourd'hui à mes côtés les premiers pour qu'on baisse la dette et pour que ça ne soit pas les plus jeunes qui soient obligés de la payer. Vous avez entendu ce que j'ai dit là? La dette qu'on a accumulée, c'est votre génération qui va la payer. Ceux qui sont au travail et ceux qui seront au travail demain. Et je trouve qu'il y a là quelque chose qui est immoral. Une génération ne pense pas à la génération suivante, qu'elle lui impose, sans le lui dire, la charge d'avoir à payer pendant des décennies des facilités que nous avons rencontrées aujourd'hui, ça n'est pas normal. Et qui devrait être en première ligne? C'est les parents, grands-parents. Eh bien, Christophe Bordet, les parents et les grands-parents sont justement en première ligne. Parce que les boomers qui sont à la retraite aujourd'hui, qui ont par exemple, moi j'en connais, qui ont 2000 € par mois, alors on leur reproche quoi? On leur reproche de ne plus avoir une maison à payer parce qu'ils l'ont déjà payé. Encore heureux, ils ont travaillé pendant 40 ans, ils ont cotisé et ils ont payé leur maison. Et avec les 2000 € par mois, vous savez ce qu'ils font aujourd'hui? Eh bien, ils aident leurs enfants ou leurs petits-enfants à vos souhaits, parce que ils n'y arrivent pas. Mais après, on va dire non, les boomers sont des salauds. C'est un scandale absolu.
Ce qu'il a dit, c'est un scandale absolu. Voilà, c'est tout. C'est faux que la dette a été creusée, qu'avant on ne parlait pas de la dette il y a encore quelques années. C'est pas les boomers qui sont responsables. En fait, les dirigeants politiques ont fait n'importe quoi, parfois dans ces années-là, et notamment par électoralisme, notamment avec la dette. Mais vous savez, il y a d'autres choses que les futures générations pourraient reprocher. L'immigration massive, bien sûr, depuis 1975, qui est arrivée sur le sol de France. Les dirigeants politiques ont une responsabilité et on pourrait effectivement leur demander des comptes. Ça me paraît beaucoup plus important dans le changement de la France depuis 50 ans, cette immigration massive, que la dette qui s'est accumulée, qui est également importante. Mais à mon avis, le premier sujet, d'ailleurs les deux parfois sont liés, mais le sujet de l'immigration massive sur le changement de la France me paraît infiniment plus important comme conséquence que la dette accumulée. Mais ça, si il ne l'évoque pas. Jamais, Elisabeth Assayag. Parce qu'en fait, c'est facile de taper sur les boomers ou sur les vieux. Pour la raison qu'on a dit tout à l'heure. Non, c'est pas facile, parce que c'est eux qui votent. C'est dangereux, c'est pour ça qu'ils rétropédalent. Oui. Je vais vous dire pourquoi c'est très facile. Parce que l'espace médiatique ne bougera pas. Parce que il n'y a pas une révolution dehors et des hashtags défonce François Bayrou depuis hier soir. J'avais demandé à monsieur. Parce que l'espace médiatique a aussi la même clientèle. Je dirais à monsieur Bayrou, pardon monsieur Bayrou, mais vous étiez bien aux côtés de monsieur Macron depuis 2017. Oui. Or, depuis 2017, la dette s'est aggravée. Bien sûr. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais monsieur Macron a été élu grâce au retraité. Sophie de Menton vient d'arriver. C'est pour ça que c'est courageux. C'est très courageux. Sophie de Menton est là. Elle arrive de Roland-Garros. Mais c'était pas pour le tennis, c'était pour le MEDEF. Elle est belle comme tout, Sophie de Menton. Elle est magnifique. Et je la remercie d'être avec nous. Bonjour Sophie de Menton. Bonjour. Vous avez d'ailleurs publié ces derniers jours Réussir, c'est possible, 42 parcours de patron Made in France, et c'est toujours agréable de vous recevoir parce que il y a une énergie en vous, quelque chose de positif qui est tout à fait étonnant. Vous ne changez pas malgré les années qui passent. Vous y croyez toujours, oui. Et vous croyez en l'énergie, vous croyez en l'action, et vous êtes finalement. Alors moi je préfère le mot patron à patronne. Je sais pas si vous aimez qu'on vous dise une patronne. Moi j'aime tout ce qui est au masculin, j'aime beaucoup. Comment faut l'entendre? C'est beaucoup mieux. Je veux être un ministre, voilà. Vous êtes l'ancienne école. Un auteur, alors. Vous préférez un écrivain à une écrivaine. Oh là là. Ah bon, vous n'êtes pas du côté des féministes d'aujourd'hui. Pas vraiment. Bon, ni d'Elisabeth Borne en particulier qui veut faire changer. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, ça ne vous a pas plu. J'ai pensé que la culture faisait qu'on savait que le masculin homme contenait les femmes, et que quand on est ministre de l'Éducation nationale, ce serait bien qu'elle le sache. Bon, vous étiez à Roland-Garros, puisqu'il y avait la grande rentrée du MEDEF chaque année, c'est la première fois d'ailleurs que c'était à Roland-Garros. Oui, absolument. Généralement, c'est au champ de course. Oui. On est toujours dans les grands dépassements. Au champ de course, comme vous dites. Bon, et vous avez écouté donc François Bayrou. Alors on va écouter ce qu'il a dit bien sûr sur le vote de confiance, mais un mot simplement sur les boomers, parce que hier il a pointé la responsabilité des boomers, là il a un peu rétro-pédalé. Comment vous avez vécu? Est-ce qu'il en a parlé avec vous? Est-ce que ça a été un thème parmi les patrons? Non, les patrons d'abord n'attachent qu'une importance extrêmement relative à ce qui est dit, il faut le savoir. Même non mais attendez, heureusement, sinon on n'aurait plus de boîte. Enfin, donc les boomers, oui, pourquoi pas? C'est de toute façon rejeter la responsabilité sur ceux qui étaient là avant. C'est parce que c'était les années boomers, c'était pas mal. On gagnait de l'argent, on avait beaucoup moins de dettes. Donc bon, il a rejeté la responsabilité là-dessus. Non, il a parlé beaucoup de fertilisation croisée. Alors là, il y avait une espèce d'étonnement. La fertilisation croisée, ça veut dire que les entreprises existent grâce à l'État un petit peu, et que l'État, c'est une question d'entreprise. Oui, d'accord. J'en comprenais pas bien. Il a dit qu'on était tous dans le même bateau et pour cause, et que là, il vivait un vrai moment de vérité. On est plutôt sur le Titanic que sur autre chose. C'est un peu la sensation qu'on avait. Est-ce qui vous a convaincu? Est-ce que d'abord c'est important, un Premier ministre, évidemment qu'il peut vous aider quand même, il peut alléger pourquoi pas parfois des cotisations, il peut prendre des mesures importantes. Là, nous sommes dans un climat politique instable.
Et ça agit sur le moral des entreprises, j'imagine. Écoutez, même plus. D'abord, à force de crier au loup, on nous explique, d'ailleurs je suppose que les Français, tant qu'on leur dira pas concrètement ce qui arrive dans leur vie et combien ils vont payer en plus de leur emprunt, ils vont pas comprendre. Moi-même, quand je suis larguée sur les milliards, un peu plus d'1 milliard, moins d'1 milliard, même 18 par là, je veux dire, heureusement qu'on ne regarde pas ça. Donc franchement. Alors, si vous-même êtes largué, chef d'entreprise sur les milliards, je vois Elisabeth Assayag dont c'est le domaine, l'économie, je me dis, vous êtes peut-être un peu surprise, comme moi, d'entendre Sophie de Menton dire je suis largué sur ces chiffres et sur cet endettement. On les écoute, cet endettement, qui a pris les décisions, qui n'a cessé de dire le fameux quoi qu'il en coûte. Tous les pays européens ont vécu les mêmes crises, la crise sanitaire, la crise énergétique, et nous on se retrouve avec un écart très important par rapport aux autres pays. On est plus évidemment endetté que l'Italie, que l'Allemagne. En travaillant moins. En travaille beaucoup moins que tous les autres pays de puisqu'on a financé cette réduction du temps de travail une fois de plus avec la dette. C'était la politique qui avait été mise en place par Mitterrand. Moi, je suis comme Sophie de Menton. Georges Fenech. Je suis largué. Oui, ça nous a échappé. Comment ils sont. C'était très tardif. Ça, il suffit de regarder CNews, vous écoutez Europe 1. Il faut arrêter de boire du rosé. Georges, ça ne nous a pas échappé. Mais genre, quand on me dit 100 milliards, 200 milliards, moi je rentre chez moi, je bois mon rosé, je me couche, c'est pareil. Oui, voilà. Là, on est dans la pure démagogie. Il ne faut pas dire ça. Parce que vous allez voir quand les gens vont aller à la banque demander leur argent. Lorsqu'un Français va à la banque et qui fait son emprunt pour acheter sa maison, on comprend. Et qu'on lui dit, elle va pas te coûter 300 000 euros, ta maison, elle va te coûter 600 000 euros aujourd'hui. Là, ils comprennent. Là, on comprend très bien. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse vraiment comprendre aux Français ce que ça veut dire. Mais c'est vrai. Non, mais il a raison. Mais ça me fait rire. Non, mais il y a quelque chose de très pédago à dire. Parce que on va avoir les agences de notation mi-septembre et les taux d'intérêt vont peut-être augmenter. Mais il y a quelque chose de très simple à dire. Aujourd'hui, la première dépense de l'État, c'est le remboursement des intérêts. Donc avant de payer les profs, avant de payer les infirmières, avant de payer les sages-femmes, avant de payer les flics, on rembourse des intérêts de l'argent perdu. Mais si vous faites ça, c'est la révolution dans la rue. Et ça va peut-être continuer et ça c'est la révolution dans la rue. Si vous faites ça, vous le savez bien. Imaginez qu'on dise aux infirmières, par exemple, aux profs ou à je ne sais qui, eh bien non, on va réduire votre salaire par 2, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça sera la révolution dans la rue. Voilà, point barre. La révolution, c'est toujours dans la rue. Non mais attendez, il faut quand même dire une chose parce que je trouve intéressant que Sophie soit là, puisqu'on parle des entreprises, Madame de Menton, que je connais bien et qu'on connaît bien ici, parce que on n'arrête pas de dire il faut que tout le monde fasse un effort, y compris les entreprises. Moi, j'ai envie de vous dire, le problème numéro 1, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus les entreprises privées qui sont importantes. C'est les entreprises publiques. Ce sont les entreprises publiques. Voilà. Et l'effort, on va pas leur demander. Voilà, pas d'effort aux entreprises publiques. Comme d'habitude. Donc, aux boomers et aux entreprises privées. Elisabeth Assayag, non mais ce qui est intéressant par exemple, et il y a sans doute beaucoup de gens qui travaillent dans la fonction publique qui nous écoutent, mais la retraite n'est pas calculée de la même manière dans la fonction publique que dans la fonction privée. Le même âge. Donc si on voulait déjà, je crois pas dire de bêtises en disant que le secteur de la retraite dans le privé est à l'équilibre, alors que dans le public il ne l'est pas. Parce que c'est géré par nous. Voilà, et à chaque fois qu'on veut faire une réforme, Agir Carco, et à chaque fois qu'on veut faire une réforme, ça vise le privé et le public ne fait jamais de réforme nouvelle. Je ne crois pas dire de bêtises. Et vous savez qu'à Éthique, on s'est battu avec eux, Agir Carco, parce qu'on voulait leur piquer leur pognon. Oui, on s'en souvient. Il y a des régimes spéciaux quand même qui ont été largement rabotés par Emmanuel Macron pour le public. Mais François Bayrou, en tout cas hier, a priori, on ne peut pas obtenir la confiance. Écoutez-le, il était au micro de TF1. Aujourd'hui, a priori, on ne peut pas obtenir la confiance, mais on sait bien qu'il n'y a pas de majorité depuis longtemps, depuis des élections. La question, elle est simple. Ma conviction, c'est qu'il est impossible de poursuivre ou de porter la politique de redressement du pays s'il n'y a pas un minimum d'accord sur l'importance de ce choix. Parce que on ne peut pas passer en force. Et d'ailleurs, je ne veux pas passer en force. Le gouvernement, dans ce moment, il n'est pas contre les Français ou pour contraindre les Français. Le gouvernement, il est le défenseur des Français. Et puis, je vous propose d'écouter également Manuel Valls, qui est le ministre des Outre-mer. Il était invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1.
Chacun doit participer de cet effort. Si vous voulez, et c'est là, je crois que c'est le courage de François Bayrou, c'est de tenir un discours de vérité. Alors justement, quelle est la vérité, Manuel Valls, sur notre situation budgétaire? C'est le pays lui-même. Sans doute, le quoi qu'il en coûte a de ce point de vue-là pesé beaucoup. On a le sentiment que dès qu'on touche, et c'est normal, à un secteur, dès qu'il faut faire un certain nombre de réformes, elles sont forcément difficiles, le pays se braque, parce qu'il y a sans doute une crise de confiance. C'est la fameuse expression, Manuel Valls, c'est Nicolas qui paye. C'est surtout les mêmes qui ont l'impression de trinquer et de porter la charge. Exactement, c'est vrai, en termes de fiscalité et de charge, vous avez tout à fait raison. Donc c'est pour ça qu'il faut discuter. Est-ce qu'on peut vivre avec cette dette et ces déficits? Non, il faut évidemment les réduire. Mais de l'autre côté, il faut aussi travailler davantage pour produire davantage. Travailler plus pour gagner plus peut-être. Sophie de Menton est avec nous, elle était tout à l'heure à Roland-Garros, elle a écouté le Premier ministre face au MEDEF et c'est vrai qu'on a eu le droit à quelques phrases assez banales, disons-le, comme celle-ci. Ce que le gouvernement affirme devant vous, c'est que le ressaisissement est possible. Alors disons la vérité, personne ne le croit parce que nous continuons à raisonner comme nous étions obligés de le faire dans le vieux monde. Celui qui est en train d'être submergé par la vague des révolutions technologiques. Alors c'est vrai que ce soit François Bayrou qui dise ça, alors qu'il est homme politique depuis 50 ans, peut-être aurait-il lui-même eu une autre attitude sur certains sujets qu'il serait sans doute plus crédible. Écoutez ce qu'il dit également sur le Nouveau Monde. Un monde est en train de s'éteindre, un nouveau monde est en train d'apparaître. Dans ce nouveau monde, nous avons décidé non pas de subir, mais d'agir. Mais quand ils n'ont pas agi. Non, il y a une révolte là, parce que je veux dire que tout ce qu'il dit en soi, découpé, pourquoi pas, oui, il y a un nouveau monde, mais d'abord les gens qui sont là, les politiques qui étaient tous là au premier rang, c'était un conseil des ministres, je veux dire, ils n'ont pas mis les pieds dans une entreprise. Moi, je disais que, non mais attendez, au MEDEF l'année prochaine, je veux que ce soit des patrons sur la scène, et que ce soit les politiques dans les gradins, et qu'on fasse passer des patrons qui disent voilà, ce qu'il faudrait simplifier c'est ça, voilà pourquoi ça va pas, voilà pourquoi je n'arrive pas à payer mes salariés plus cher, et qu'ils expliquent très très clairement, et que timidement, éventuellement, les hommes politiques lèvent le doigt. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise, ils viennent nous donner des leçons. Alors, des leçons et des normes. Oui, pardon. Et des normes. Et on rajoute absolument. des normes. Et là, il faut effectivement. Alors, que ce soit Valls ou que ce soit le Premier ministre, ce sont quand même des pompiers pyromanes. C'est ça qu'on pourra retenir de cette séquence. On marque une pause, mais c'est vrai que le souci de ces discussions, c'est qu'on les a eues 12 millions de fois. Et que j'ai peur que nous ne disions que des banalités. C'est-à-dire la haute administration française a pris le pouvoir sur les contrôles de la France et notamment de la France économique, qu'effectivement elle n'est jamais entrée dans une entreprise, que pour justifier ses places, on invente des normes et encore des normes et toujours des normes et qu'on n'en sort pas. Mais ces conversations, ça fait 50 ans que nous les avons. C'est-à-dire que Chirac, dans sa période libérale, on peut ressortir les archives, au moment de Reagan et au moment de Thatcher, expliquait déjà qu'il fallait moins de bureaucratie. Et on n'en sort pas. Et Emmanuel Macron s'est fait élire sur un choc de révolution où lui-même promettait de simplifier les choses. Et il ne l'a pas fait. En fait, la vraie réforme à faire, c'est la réforme de l'État. Et là, il ne s'agit pas de faire de la politique de droite ou de gauche. État régalien strict, qu'on le définisse. La réforme de l'État. Le millefeuille. Bon, le millefeuille.